Pour nous parler de communication et influence, s'investir dans l'intelligence économique, s'interroger comme chef d'entreprise, eh bien, nous avons comme invité Michel Lepeu, si vous voulez bien nous rejoindre, Michel, et vous installer à la table. Nous avons également Nicolas Voiraud qui va nous rejoindre. Nous allons faire des présentations plus précises dans une seconde. Gilbert Fournier et maître Thibaut du Manoir de Joailles, si vous voulez bien nous rejoindre. Nous avons un spécialiste communication, nous avons 2 entreprises, nous avons un avocat. Le principe est à vous de trouver qui est l'avocat, mais vous avez déjà des sources qui vous incitent. Michel Lepeu, vous présentez-vous. L'ISBAM, qu'est-ce que c'est? Comment voyez-vous la communication et influence en quelques secondes? Bonjour, donc je m'appelle Michel Lepeu, je préside un cabinet qui s'appelle ISBAM, qui est un cabinet conseil en communication des marques et des hommes. C'est très important, l'association des marques et des hommes, car aujourd'hui, faire naître, grandir et vivre une marque ne peut pas se faire sans un accompagnement des hommes. Ça, c'est très important. Ce cabinet est tout récent. Il est arrivé, il est né après de longues années d'expérience dans le domaine de la communication et d'accompagnement d'équipes dirigeantes. Et nous avons effectivement constaté avec mes associés qu'aujourd'hui, les entreprises étaient quelque peu démunies quant à la façon de faire évoluer leur marque, de trouver leur territoire d'expression, d'élaborer leur stratégie avec toutes les nouvelles modes, les nouveaux outils et les nouvelles sphères de communication. Et donc, c'est la raison de cette naissance d'ISBAM. Voilà. Oui, vous êtes arrivé en force. Vous pourrez noter que la parité n'est pas tout à fait respectée dans cette assemblée, mais vous êtes venu avec deux de vos collaboratrices. Absolument. Voilà. Merci. Nicolas Voiraud, vous nous arrivez également de Haute-Normandie, puisque Michel Lepeu est installé à Rouen. Nicolas Voiraud, vous êtes installé à Barentin. C'est la société Jacques Dubois. Alors effectivement, je dirais une société qui s'appelle Jacques Dubois, qui est une société qui est très bien connue et très mal connue, puisque nous sommes spécialistes de produits de blindage électromagnétique et nous vendons principalement à des militaires et à l'aéronautique. Nous ne sommes absolument pas connus à Barentin, puisque très peu de gens savent que Jacques Dubois existe, mais nous sommes très connus de Thales, Safran, Sagem, et un grand nombre d'opérateurs qui sont dans la défense. On a une communication qui est extrêmement contrôlée, extrêmement maîtrisée, et on fait très peu d'efforts pour se faire connaître, si vous voulez, localement, parce qu'on a un souci de préserver, de maîtriser, si vous voulez, les informations qui sortent de l'entreprise. Voilà, on en reparlera avec vous tout à l'heure. À vos côtés, Gilbert Fournier. Alors vous, c'est une autre manière de communiquer. Vous avez beaucoup travaillé sur votre marque, Guard Access. Qu'est-ce que vous faites, vous, Gilbert Fournier? Je dirige une entreprise qui intègre des systèmes de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et d'anti-intrusion, notamment dans le domaine industriel. Et au travers de nos activités, on a inventé et créé un nouveau concept et un nouveau produit qui s'appelle le Guard Access, donc je vous parlerai plus en détail tout à l'heure. Vous ne voulez pas nous dévoiler un petit quelque chose là-dessus? C'est simplement à l'écoute de nos clients qui avaient des problématiques sur les grands chantiers, notamment de vol, de travail clandestin. Et donc, on a créé la sécurité mobile adaptée à la vie d'un chantier. Et puis un point intéressant aussi que j'aime bien lorsqu'on a préparé cet entretien, c'est que vous avez beaucoup travaillé sur le mot Guard Access. Oui, c'était important pour nous parce que je ne voulais pas qu'on appelle mon produit un conteneur, un bungalow, un Algeco. L'herbe sous le pied. Bon, on en reparlera donc justement. On a beaucoup tout travaillé sur le nom. Ouais. On va le développer. C'est un concept très, très, très intéressant. Il a des oreilles très affûtées, il n'en perd pas une miette. Maître Thibaut du Manoir. J'en perds pas une miette parce qu'on m'a demandé sur le plan juridique d'écouter les interlocuteurs précédents et puis après de faire part de ma position, mais ça sera pour tout à l'heure. Donc j'ai créé un cabinet d'avocats qui est en grande partie dédié à l'intelligence économique, sur lequel j'ai publié plusieurs ouvrages à partir de l'année 2000. Alors derrière le droit de l'IA, il y a 3 facettes, donc il n'y en a qu'une seule qui nous intéressera aujourd'hui. La première facette qui a été largement évoquée, c'est la protection des informations, du savoir-faire et la protection plus globale de l'entreprise
Ce qui veut dire que quel est le statut de la vidéosurveillance ou des gardiens qui sont affectés à l'entreprise. Donc il y a une approche beaucoup plus globale que la protection de l'information. Le deuxième volet, c'est la problématique de la recherche d'informations, en disant qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai le droit de pas faire. Et puis le troisième volet, qui est donc notre préoccupation de ce soir, c'est tout ce qui est influence et contre-influence, avec le droit qui est à la fois un outil pour accompagner ou pour résister à un certain nombre de manœuvres, mais qui peut être lui-même un outil d'influence et de communication. Attention au retour de manivelle. Exactement. On va voir tout ça. Michel Lepeu, si vous voulez bien vous avancer au pupitre. Communication d'influence. Michel Lepeu, ISBAM. Merci beaucoup. On va commencer par le premier slide. Ça va être plus simple, voilà. Donc la communication d'influence au service de l'entreprise. Traiter de la communication d'influence en 20 minutes, c'est un peu une gageure. C'est un peu peut-être même un peu moins d'ailleurs. Peut-être même un peu moins, donc c'est encore pire. Je vais essayer surtout d'être très pragmatique, d'essayer de travailler avec des exemples, de vous proposer également quelques outils méthodologiques. Alors, dans communication d'influence, il y a communication. Donc, communication, tout le monde sait globalement ce que cela signifie. C'est effectivement un émetteur, un récepteur, et souvent entre l'émetteur et le récepteur, un diffuseur ou un amplificateur. Et dans communication d'influence, il y a l'influence. Alors, l'influence, les pays anglo-saxons appellent ça soft power. L'influence, c'est, en termes de communication, faire passer des idées et des concepts. C'est faire évoluer, faire changer des comportements et des attitudes. Et qui dit influence, en France, peut signifier parfois une approche négative, parce que dans influence, on peut sous-entendre manipulation. Donc pour pratiquer la communication d'influence, il y a 3 prérequis qui sont incontournables. D'abord, sa réputation, être irréprochable. Deuxièmement, pouvoir justifier de qualité intrinsèque, pouvoir défendre certaines valeurs. Et troisièmement, avoir un sens et un respect de l'éthique. À ce moment-là, on est dans le domaine de la communication d'influence au sens positif, au sens intelligent du terme. Donc la communication d'influence, elle est apparue au travers 3 grandes évolutions. La première des évolutions, c'est l'information. L'information, elle a toujours existé de manière orale depuis l'Antiquité. Ensuite, elle a commencé à se diffuser plus largement puisque un certain Gutenberg a inventé l'imprimerie, donc on a vu l'apparition de la presse. Ensuite, on a pu entendre l'information puisque c'est la radio, 1920. La télévision permet d'amplifier et de voir et d'avoir un autre regard sur l'information, c'est 1950. Grand bouleversement, 1995, puisque Internet arrive et l'information qui jusqu'alors était orale, télévisuelle, audio, devient aussi numérique. Et 2005... énorme bouleversement aussi avec l'arrivée des smartphones, des tablettes, et l'information devient mobile. Donc aujourd'hui, l'information, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une médiasphère. Et dans cette médiasphère, l'information, elle est flottante. Et cette médiasphère, c'est les outils c'est l'outil au sein duquel vous allez trouver tous les relais, les amplificateurs et les diffuseurs de votre communication. Ça, c'est la première grande évolution. La deuxième grande évolution, c'est celle qu'a subi la marque, le concept de marque au fil des dernières années. Au début, c'était très simple. Une marque, elle était en haut, elle avait un message, elle le diffusait de manière strictement verticale vers des publics qui étaient mis dans des boîtes. Tout à l'heure, monsieur le préfet a parlé de décloisonnement. Aujourd'hui, effectivement, on est dans une société qui est décloisonnée. Donc la marque, elle ne travaille plus, elle ne respecte plus son même sens de communication. Aujourd'hui, la marque, elle est complètement vivante. Parce que la marque, elle est en communication interactive
permanente avec ses consommateurs. Du fait de quoi? Du fait justement de cette médiasphère, de cette information qui est flottante, qui est immédiatement accessible. Et aujourd'hui, la marque, elle vit avec d'autres marques. En 2 jours, elle peut être starifiée. En 2 jours, elle peut être anéantie. Le consommateur, vous ne lui avez pas encore parlé de votre marque, il a déjà un avis sur votre marque. Il a un avis sur vous. Il a un avis sur vos produits. Il a un avis sur votre entreprise. Il a un avis qu'il s'est forgé au sein de, notamment, tout ce qu'il a pu récolter sur Internet, sur les chats, sur les forums, sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, l'expression de la marque on évolue et on se trouve avec des notions de ce que l'on appelle la marque employeur. Alors, la marque employeur, en fait, on considère qu'aujourd'hui, la marque employeur, c'est la plateforme d'expression de l'entreprise, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est, de en quoi elle est différente, des messages qu'elle délivre. Et cette marque employeur, pour qu'elle soit cohérente et intelligente, elle communique à l'externe, mais elle dote en interne les hommes d'outils de communication pour justement faire évoluer et rendre unique son territoire de communication. Donc la marque, aujourd'hui, la marque employeur, c'est réconcilier le corporate et la communication interne. Et parallèlement à cette notion de marque employeur, on voit apparaître aujourd'hui un concept de business diversity. Le business diversity, c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, les marques sont conscientes et admettent qu'elles ont bien sûr des forces, qu'elles ont bien sûr des valeurs ajoutées, mais elles admettent aussi qu'elles ont des points de faiblesse. Elles admettent qu'elles ont des handicaps et elles vont communiquer de manière intelligente en tenant compte de ces différentes facettes de la marque. Donc aujourd'hui, la marque, c'est un véritable organisme vivant, c'est l'ADN de l'entreprise, et communiquer sur la marque, c'est aborder la marque au niveau stratégique, créatif et émotionnel. Ça, c'est la grande évolution. Et là, enfin, la troisième grande évolution qui a amené à parler à créer ce concept de communication d'influence, c'est l'individu. L'individu, au début, le consommateur, le public, la cible, il était mis en case. C'était simple, hein, on ne se posait pas de questions, on se disait j'ai besoin de communiquer, comment je vais identifier ma cible. On parlait de CSP en fonction de l'âge, de la profession, du revenu, de la zone géographique, etc. On avait des CSP, on déterminait ces CSP, on faisait des centres de messages, toujours de manière verticale, la marque vers le public. Puis on s'est aperçu qu'il était beaucoup plus intéressant, ça c'était dans les années 85-90, qu'il était beaucoup plus intéressant de considérer l'individu non pas en tant qu'une case, mais en tant qu'un comportement. Comment il agit, comment il réagit. Et Mike Burke, qui a fondé le CCA, le Centre de communication avancée, a été un précurseur en inventant les styles de vie. Et à partir de ce moment-là, en stratégie de communication, on a considéré les individus, les publics, les cibles, sous forme de groupes. On a vu apparaître les renards pointus, les aventuriers, etc. Et on mappait, sur des mappings intelligents, on mappait des groupes d'individus en fonction de leur comportement. Mais aujourd'hui, c'est encore pire, parce qu'aujourd'hui, il y a autant de cibles, autant de publics qu'il y a d'individus. Parce que l'individu aujourd'hui, le consommateur, il est multiple. Il est surinformé, il est inattendu. C'est très simple. Aujourd'hui, notre individu, il peut réserver une chambre d'hôtel avec un park and fly chez Ibis Budget pour partir en vacances et résider dans un 5 étoiles. Il peut manger chez McDo et acheter des paniers bio. Il peut harmoniser une chemise H&M avec un costume Zegna. Il peut mettre un chemisier Zara avec un tailleur Gucci. Il peut, dans son bureau,
harmoniser des meubles de Fritz Hansen ou de Le Corbusier avec des tables basses de chez Ikea. Le consommateur, il est multiple. Et s'il lit Le Monde, il peut lire Métro, et il est multiple dans sa vie privée. Et ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est qu'il est multiple dans sa vie professionnelle. Parce que s'il y a une chose qui perdure toujours, depuis que je travaille dans ce métier de la communication, c'est que avant d'être une cible professionnelle, votre client, si vous êtes dans la communication B2B, c'est aussi un être humain et un individu. Et il aura probablement dans sa vie professionnelle les mêmes multiplicités de comportements qu'il peut avoir dans sa vie privée. On remarquera d'ailleurs qu'il peut y avoir des comportements en parallèle à l'entreprise qui pourraient nuire à l'image de l'entreprise. On en reparlera tout à l'heure avec Maître Thibault. Tout à fait. Donc l'information, aujourd'hui, elle est flottante. On se trouve avec une médiasphère, avec des quantités de canaux d'information qui sont autant pour vous de relais, d'émetteurs pour diffuser votre communication. La marque n'a plus du tout la même sacralisation qu'elle avait. Elle peut être effectivement une star comme elle peut être complètement anéantie. Regardez des cas comme par exemple Gap qui a voulu changer ne serait-ce que son simple logo sans avoir mené une recherche en amont, sans avoir consulté ses consommateurs et autres, qui a été obligé de revenir à son ancien logo car la marque s'est fait descendre en flèche sur les forums, sur les chats, etc. Donc aujourd'hui, la marque, c'est vraiment quelque chose de sensible et la travailler sous son aspect uniquement créatif ne suffit pas. Il faut la travailler sous son aspect stratégique, sous son aspect créatif et sous son aspect émotionnel. Et c'est votre métier, ça ? Oui, c'est exactement ça. Donc l'individu, la marque et l'information. Donc aujourd'hui, la communication de marque dans l'entreprise, c'est de permettre à de multi-émetteurs d'utiliser de multidiffuseurs et de multi-amplificateurs pour communiquer vis-à-vis de multiples publics. Et ne jamais oublier une chose très importante. Depuis la nuit des temps, la marque est toujours une promesse. Et ça, c'est Guard Access. Bah oui, c'est ce que vous nous proposez. Une marque qui n'a pas de promesse est une marque qui n'existe pas. Alors, mettre de l'influence dans sa communication, c'est quoi ? Je dirais, c'est communiquer autrement aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est sortir du cadre et des schémas classiques. C'est faire de la stratégie, mais différemment. Je vais vous citer un exemple. Dimanche, j'étais dans ma voiture et sur une station de radio, il y avait une interview de Michel Serres. Michel Serres, philosophe, 83 ans, aujourd'hui très écouté, toujours professeur d'histoire des sciences à l'université Paris-Sorbonne et toujours aussi professeur à l'université de Stanford depuis 1984. Et Michel Serres, en 1993, il a annoncé une chose, il a dit la société dans les années 2010-2020 sera une société de communication et d'information ou ne sera pas. Et à l'époque, il a été entièrement décrié. On lui a dit, mais non, ce sera une société de technologie, ce sera une société, etc. Et en fait, cela prouve qu'il avait raison. Et la journaliste lui posait cette question en lui disant, mais professeur, quand vous rentrez dans votre amphithéâtre, est-ce que vous n'êtes pas angoissé ? Parce qu'en fait, vous allez parler d'un thème à vos étudiants, mais vos étudiants, ils connaissent déjà le thème. Ils sont allés sur Wikipédia, ils sont allés chercher sur Internet. Est-ce qu'il y aurait eu des tweets par hasard ? Non, j'en profite, je rebondis parce que j'ai oublié de vous annoncer que, évidemment, cette conférence est retransmise sur le net et que vous pouvez aussi, vous, de chez vous, nous envoyer des tweets. Le lien, c'est le hashtag RRI13 et bien sûr, nous retransmettrons vos questions si vous le souhaitez, si elles sont pertinentes, hein, sinon on ne les passera pas. Merci, Michel. Et la réponse de Michel Serres a été non, au contraire. Au contraire, je sais que mon public est informé. Je sais qu'il est informé. Donc mon rôle, ça va être de compléter l'information. Ça va être d'avoir des éclairages différents. Ça va être d'engager une discussion. Ça va être d'étudier des points de vue, d'échanger, d'analyser.
Et en fait, si on regarde en matière de stratégie de communication, le parallèle est évident. Le consommateur est informé, ça on le sait. Je vous l'ai dit avant même que vous parliez de votre marque, il a déjà un avis sur votre marque, même s'il ne l'a pas consommée. Mais il a un avis. Donc la stratégie de communication va donc viser, grâce à l'influence, non pas à le lui imposer, mais à discuter, à échanger avec lui, à le faire considérer votre marque différemment, à le faire changer d'avis, d'attitude. Et ça, si ce n'est pas de l'influence. Donc, mettre de l'influence dans sa communication, c'est reconsidérer son métier de manière différente. C'est aussi quelque chose de très important. Là, je vais aborder, pour conclure, l'aspect méthodologique. Alors, les méthodologies, elles doivent être bien sûr adaptées à chaque problématique. Mais il y a des choses il y a des étapes qui sont importantes. Moi, j'en ai listé 5 qui me semblent incontournables. La première étape que les entreprises ont tendance à oublier, qui est pourtant une étape de base, c'est avant de s'engager dans un quelconque processus de communication, de faire son analyse interne. Faire son analyse interne et le faire de manière intelligente. Alors on peut le faire seul, on peut le faire, se faire accompagner par des prestataires ou des cabinets extérieurs, mais c'est quoi? C'est emmener son équipe de direction en dehors de l'entreprise, emmener les acteurs clés de l'entreprise, et pendant par exemple 2 jours, passer au crible un certain nombre de données importantes. Les valeurs, par exemple. Les valeurs qu'on a mis il y a 3 ans sur la plaquette, est-ce qu'elles sont toujours d'actualité ? Est-ce que la définition qu'on en a donnée, est-ce que les comportements qui ont été associés à ces valeurs sont toujours en phase avec l'entreprise, avec sa culture, etc. L'analyse de base de ses forces, de ses faiblesses, des menaces et des opportunités de l'environnement, c'est-à-dire un travail de SWOT matriciel, là aussi de base. Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'il a été fait de manière intelligente? Est-ce qu'on a suffisamment poussé l'analyse? Ensuite, la valeur ajoutée. Quelle est vraiment la valeur ajoutée que j'apporte? Quelle est la promesse de ma marque? Donc, il y a cette première phase qui est incontournable. Et c'est une phase qu'on devrait au moins, sur laquelle on devrait au moins s'arrêter 1 fois par an. Ça, c'est important. La deuxième phase, c'est j'ai fait mon analyse interne. Maintenant, il faut que je regarde, parce que je ne vis pas tout seul. Il faut que je regarde, que j'observe mon marché. Combien d'entreprises partent en communication sans avoir vraiment déterminé leur public, sans avoir identifié les personnes ressources internes qui vont parler à ces publics? Vous avez une activité de R&D importante. Vous avez un service communication et vous avez des journalistes professionnels, scientifiques, etc. Quelle est la bonne personne pour parler aux journalistes scientifiques? Est-ce que c'est le DIRCOM? Etc., etc. Donc, quelles sont les personnes ressources? Quels sont les publics? Et dans les publics, bien sûr, je parle des publics, des clients, des prospects, mais je parle aussi des publics médias, je parle aussi de l'interne, qui est un public. C'est même un de vos principaux, un public essentiel. Je parle des partenaires, je parle des institutionnels, etc., etc. Bien identifier ces publics et bien savoir qui va parler à ces publics. Une fois qu'on a passé cette deuxième phase, là, on va revenir à la notion de médiasphère. On va essayer de déterminer, au sein de cette énorme médiasphère, quel est son hub. Alors, son hub, c'est quoi? Son hub, ça va être une sélection dans la médiasphère, au sein de tout ce qui est l'univers presse, presse écrite, audiovisuelle, agence de presse, correspondant de presse, agence de contenu, etc. Sachez quand même en France qu'il y avait en 2012 845 titres de presse contrôlés au JD, ce qui est quand même quelque chose d'énorme. Donc ça veut dire qu'il y en a forcément quelques-uns à qui vous devez parler. Sachant que s'ajoute à cette presse dite classique la cyberpresse. En 2012, il y avait 127 sites de presse. Là aussi, vous avez des supports d'information qui existent dans les 2 versions, numérique et papier. Vous en avez qui n'existent que sous la version numérique. Et juste pour petite information, la progression versus 2011 des sites de presse en ligne est de 21,3%.
Il y a des sites qui étaient sur papier et qui ne sont plus que Absolument, côté. absolument. Alors que la presse, effectivement, la presse écrite, payante, a subi une baisse, mais elle a subi en proportion une baisse de 3,8% par rapport à 2011. Et puis vous avez les blogs. Alors les blogs, il n'y a pas que des blogs avec des recettes de cuisine. Il y a des blogs de professionnels, il y a des blogs d'amateurs avertis. Là aussi, il va falloir avoir une communication spécifique. Vous ne pouvez pas vous passer de communiquer vis-à-vis de ces blogueurs qui, de toute façon, vont contribuer à ce que le consommateur se forge un avis sur votre marque avant même de l'avoir testé. Je peux dire un gros mot? Est-ce que ça se contrôle? Est-ce que on se contrôle toujours ce que l'on émet vers un diffuseur ou vers un... Ça, c'est très important. Quand on émet un communiqué de presse, théoriquement, on doit contrôler le contenu. Quand on émet un post vers un blog, on doit contrôler le contenu. Mais si c'est un blog, voilà, c'est mon voisin du dessous qui sait que j'ai une entreprise machin, qui va bloguer sur l'entreprise en question parce que je fais des éoliennes, ça fait du bruit du vent, ça tue les oiseaux. On parlera de la 5e étape tout à l'heure. Excusez-moi. On dévoile pas tout de suite alors? Non. Alors les blogs, juste dans le monde, on estime qu'il existe à peu près 160 à 170 millions de blogs. Comment peut-on les ignorer? Il faut absolument communiquer avec eux. Il ne faut pas laisser la place au vide en matière de communication d'influence. C'est quelque chose de très important. Influence et vide font très mauvais ménage. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Tout ça, ça doit faire partie de votre hub. Tout ça, ça fait partie de la médiasphère. Les réseaux sociaux, quels sont les réseaux sociaux qui sont intéressants pour vous? Certains réseaux sociaux sont très intéressants parce que, si vous voulez attirer des talents chez vous, d'autres réseaux sociaux pour trouver des partenaires, etc. Là aussi, entre les Viadeo, LinkedIn, les Twitter, les Facebook Pro, les Pinterest et autres, plus tous les nouveaux réseaux émergents, plus ou moins spécialisés, il y a forcément des réseaux avec lesquels vous devez parler, où vous devez être, où vous devez vérifier que les collaborateurs de votre entreprise qui y sont, ils sont bien sûr avec la bonne parole, avec l'image en cohérence avec... l'esprit de la marque, avec les valeurs que vous voulez faire passer, avec la réputation que vous souhaitez défendre. Et puis dans votre hub, dans votre hub qui va vous servir à diffuser et amplifier votre communication, il y a tout ce que l'on appelle les personnalités, les leaders d'opinion, les groupes d'influence. Alors les groupes d'influence, ça va du MEDEF en passant par les organisations professionnelles, en passant par des filières, des pôles de compétitivité, des clusters, des réseaux d'accompagnement, etc. etc. Donc on voit vraiment toute l'importance de ce hub dans la diffusion et l'amplification de votre communication. La 4e étape de la méthodologie, c'est à l'intérieur... Vous êtes déjà à 20 minutes. Hein. C'est bien, ça tombe bien, c'est parfait. La 4e étape de la méthodologie, c'est bien sûr d'élaborer des stratégies dans son hub, dans le temps et dans l'espace, selon les problématiques. Alors les problématiques, elles peuvent varier en fonction des événements. Une jeune entreprise, elle a besoin d'acquérir de la notoriété. Après, elle a besoin de se constituer une image. Une entreprise malmenée a besoin de restaurer son image. Une entreprise a besoin de gérer une crise, problème de licenciement ou secteur à risque, crise industrielle, crise alimentaire, etc. Et en fait, c'est ce hub qui va vous permettre de canaliser, de diffuser à bon escient votre information. Ce qui veut dire qu'il faut être en permanence présent vis-à-vis des composantes de ce hub. Et enfin, la 5e étape que beaucoup d'entreprises oublient, c'est l'étape de surveillance. C'est bien de communiquer, c'est bien de voir ce qu'il en sort. Alors, il y a une façon basique de surveiller, c'est d'aller voir sur Internet déjà ce qu'on dit de vous. Ça, c'est la première des choses, mais tous les chefs d'entreprise ne le font pas systématiquement. Et puis, c'est d'analyser et surtout de recadrer, parce qu'en fonction de ce que l'on dit de vous, de votre marque, il faut réagir.
Et justement, vous allez retourner travailler au corps avec communiqué de presse, avec poste, etc. Vous allez retravailler au corps les différentes composantes de votre hub. Alors, vous pouvez aussi vous faire aider dans ce domaine. Il y a des organismes qui vont vous aider à analyser votre réputation et autres. Mais l'idéal pour une entreprise, l'idéal, c'est, si possible, d'avoir une veille permanente, de se doter d'outils qui permettent en permanence de savoir où est-ce qu'on en est de sa réputation. Et n'oubliez pas que si vous voulez être légitime en matière de communication d'influence, je reviens à mes premiers slides, vous devez avoir une réputation. Vous devez défendre des valeurs, vous devez avoir un sens de l'éthique, etc. Donc, faites attention, une fois que vous aurez bouclé la boucle, à ce que, effectivement, on ne se trouve pas mis en porte-à-faux. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en quelques 25 minutes. Et je conclurai juste par une phrase que j'aime bien, mais voilà, c'est que la marque est vraiment une promesse et que mettre de l'intelligence ou de l'influence dans sa communication, c'est tenir sa promesse envers chacun de ses publics. Et ça, je crois que c'est la plus importante des choses. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Michel Lepeu, ISBAM, merci beaucoup. J'ai vu quelques notes qui ont été prises par maître Thibaut du Manoir. J'ai vu réagir à plusieurs endroits. J'ai remarqué un Nicolas Voireau qui regardait ça et qui faisait semblant de ne pas écouter, mais je sais que vous écoutiez avec vos grandes oreilles. Et j'ai retrouvé des choses chez Gilbert Fournier qui disait « Ah tiens, ça me rappelle des trucs, ça ». Gilbert Fournier, comment vous voyez-vous ce que vous venez d'entendre par rapport à votre entreprise? Rapidement, hein, puisqu'on reviendra vers vous plus longuement ensuite. Très rapidement, je pense que j'ai franchi toutes les étapes qu'a citées monsieur Lepeu, Michel Lepeu. Moi, je dirais d'abord que ce qui est important de bien maîtriser, c'est lorsqu'on invente quelque chose ou qu'on veut mettre sur le marché un produit, il faut d'abord qu'il réponde à un besoin. Si le besoin n'est pas là, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut qu'il ait une valeur marchande acceptable. Ça, c'est très important parce qu'on peut concevoir des belles choses, mais si c'est invendable, ça ne sert à rien. Et la troisième chose, c'est se protéger sur le produit que vous avez inventé et lui donner un vrai nom. Ce que vous avez fait. On y revient tout de suite avec vous, juste après l'intervention de M. Voireau. Vous êtes plus discret, vous, M. Voireau. On est discret, on est même parano ou schizophrénique parce qu'on fait tout ce qu'on peut pour qu'on ne parle pas de nous. Puisque nos métiers, si vous voulez, consistent à discuter de sujets assez confidentiels avec nos clients. Donc, D'ailleurs, quand on a discuté tous les deux pour préparer cette rencontre, il a fallu que je vous pose 12 questions pour avoir enfin une réponse. Vous laissez pas approcher comme ça? Si, je dis encore une fois, c'est une habitude qu'on essaye de conserver et de cultiver sur les entreprises parce que notre force, elle n'est pas dans notre capacité à produire, elle est dans notre capacité à réfléchir. Nos savoirs, nos compétences, si vous voulez, sont des choses qui ne s'illustrent pas par le marteau, mais la façon dont on le tient. Et je dirais que, si vous voulez, on a véritablement fait des efforts. D'ailleurs, ça s'est vraiment mis en place dans le cadre de l'intelligence économique, puisqu'un certain nombre de questions nous ont été posées. Je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai fait semblant d'écouter, mais j'écoutais. Je me suis posé beaucoup de questions. Je suis très embêté maintenant que vous avez fait cette présentation parce que je vois qu'il y a plein de trous dans ma communication. Mais si vous voulez, il y a une véritable démarche à avoir pour essayer d'identifier, si vous voulez, quels sont les points de césure sur l'extérieur et également les points qu'on souhaite protéger. Dans notre cas, on ne souhaite pas communiquer avec des gens qui, a priori, n'ont pas tellement à savoir ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que effectivement, on a pris l'habitude de discuter de sujets plutôt confidentiels, parce qu'on travaille avec des gens qui sont dans la défense ou dans l'aéronautique. Mais de manière générale, on veut également protéger notre situation concurrentielle par rapport aux entreprises. Donc on essaie de se protéger. Et c'est vrai qu'on est naturellement peu enclin à partager ou à discuter de ce qu'on fait. Je vous le disais tout à l'heure, les gens à Barentin, qui n'est pas une mégapole, ne nous connaissent pas. Et il y a peut-être, à l'issue de ce qu'on vient de voir ici, quelque chose à faire pour mieux communiquer avec les gens de la ville dans laquelle on habite, finalement, pour expliquer ce qu'on fait, pour éviter les incertitudes. Mais de manière générale, on est très freiné, si vous voulez, par notre envie de communiquer. Ça ne nous empêche pas, si vous voulez, d'essayer quand même de communiquer de manière efficiente et un peu targetée.
Alors, juste pour apporter un éclairage ou un témoignage personnel, je suis passé 50 fois devant chez vous, à Barentin. Je trouve qu'il y avait là effectivement des beaux bâtiments, un beau patrimoine industriel du 19e, ancienne villature. Et pour moi, ces locaux étaient inoccupés. Voilà. Et à ce moment-là, j'étais en train de faire des séries de présentations sur tout ce qui était les entreprises de la région, l'emploi, l'innovation, toutes ces choses-là. Et vous vous mettiez totalement inconnu jusqu'à peu de temps. Donc vous avez bien joué à ce niveau-là. Je vous dis encore une fois, c'est vraiment un effort construit. Et alors c'est vrai qu'effectivement, l'historique de Jacques Dubois, on est sur les lieux de l'ancienne filature Badin, qui était une grosse entreprise textile, si vous voulez. On est dans les mêmes locaux. Badin, malheureusement, a connu le sort qu'ont connu beaucoup d'entreprises textiles. Et nous, petite société, une quarantaine de personnes, si vous voulez, on a survécu et on est resté là. Alors, extérieurement, l'image qu'on pourrait afficher est celle de bâtiments désaffectés. Ce n'est pas le cas. Capitaine Lenné est là pour vous le confirmer, puisqu'on l'a fait venir, parce qu'on avait un vrai problème, si vous voulez, de sécurité sur le site, puisqu'on est sur un site de 17 hectares, sur lequel il y a 25 bâtiments et j'en occupe que 3. Donc il y a un certain nombre de questions, et encore une fois, c'était dans cette démarche de l'intelligence économique qu'on a travaillé sur ce sujet, mais on est aujourd'hui sur un lieu qui nous pose des problèmes de sécurité physique, mais également, je dirais, les problèmes viennent de Chine, viennent d'Inde, viennent de beaucoup d'endroits différents. Vous craignez d'être observé, et je plaisantais à moitié tout à l'heure sur le fait qu'on soit écouté. Écoutez, en tant que chef d'entreprise, je vais vous dire, il faut vraiment qu'on se sente écouté. Parce que, là encore, on est une PME, on n'est pas très gros, mais je pense que le problème se pose chez Safran, chez Renault. Il me semble qu'on a eu le problème récemment, ou ça a été évoqué récemment chez Renault. Mais on doit absolument protéger nos actifs. Et c'est vrai que, si vous voulez, l'actif immatériel, aujourd'hui, mon entreprise, elle tient sur un disque dur. C'est pas, encore une fois, je vous le redis, c'est pas le marteau, c'est la façon dont on tient. Et la majorité des informations, si vous voulez, qui sont critiques à l'entreprise, sont des données qui sont dématérialisées. Alors, on fait encore la chasse au papier, mais si vous voulez, c'est vrai qu'on ne fait pas encore assez d'efforts, si vous voulez, pour sécuriser, pour protéger à la fois la partie matérielle et immatérielle de l'entreprise. On m'a rapporté que vous enfermiez vos salariés pendant 365 jours, sauf les années bissextiles. J'allais vous dire, voilà. Comment est-ce que vous gérez est-ce que vous employez des stagiaires? Est-ce que vous faites travailler des stagiaires? Est-ce que vous employez des jeunes, des ingénieurs en formation, en alternance? Alors, on fait venir des jeunes parce que on peut pas vivre, une entreprise ne peut pas vivre si elle ne se renouvelle pas, et c'est absolument nécessaire, si vous voulez, d'abord je veux dire, de renvoyer un peu la balle aussi à ceux qui ont démarré à un moment donné et d'essayer de les aider. Si vous voulez, le marché du travail aujourd'hui est extrêmement compliqué et il faut absolument qu'on aide les jeunes à démarrer. Donc c'est vrai qu'on fait venir des jeunes. Je ne vous cache pas qu'on a quelques difficultés à prendre des stagiaires qui viennent de pays type Chine. On n'est pas spontanément enclin à vouloir les prendre. Alors c'est pas qu'un langage qui est lié à la langue. C'est également parce que, si vous voulez, on a beaucoup d'exemples autour de nous qui nous sont donnés d'entreprises qui ont souffert de pillage économique. Vous avez eu des demandes en ce sens? On n'a pas eu de demande de manière, si vous voulez. On en a toujours parce que toutes les entreprises reçoivent un grand nombre de CV ou un grand nombre de demandes. C'est difficile de trier le légitime de l'illégitime. Je ne vous cache pas que quand on fait des recrutements, on se renseigne. On s'appuie également sur des structures qui ont été citées, peut-être des CRI, ça peut être d'autres, on regarde Facebook, on essaie de regarder un petit peu. On essaie quand même de se faire un petit peu un profil de la marque qui est celle qui nous est présentée, c'est-à-dire un futur salarié. Avant de donner la parole à Michel Lepeu, Madame la déléguée interministérielle à l'intelligence économique soulevait le point suivant qui était il faut éduquer ces salariés, il faut les accompagner en ce sens. C'est ce que vous faites aussi chez vous avec vos salariés? Je retire la mauvaise plaisanterie sur les 365 jours. Merci. On fait effectivement, on a une formation qui est prévue notamment qui va avoir lieu la semaine prochaine. On a formé un certain nombre de gens qui étaient amenés à se déplacer, à aller à l'export, aller sur des salons, à avoir un petit peu une certaine hygiène en matière de protection des données de l'entreprise. On a prévu de former tous les salariés, et Philippe Terrien qui est là pour en parler, puisque la DCRI va intervenir et va faire une formation pour expliquer aux salariés... Tous les salariés? Tous les salariés. Tous les salariés, parce que tous contribuent à la fois au succès de l'entreprise, mais également, je crois que c'est ce que vous avez dit, à la communication de l'entreprise. Michel Lepeu?
Oui, c'est tout à fait le concept de marque employeur. Et vous faites de la communication d'influence puisque vous formez, vous informez, vous communiquez avec vos salariés. Vos salariés, pour vous, c'est un public essentiel. Donc, vous faites une forme de communication d'influence. Vous avez le problème des entreprises qui sont soit sur des activités très sensibles, soit qui ont des clients, en majorité des clients dits stratégiques ou sensibles, et qui peuvent avoir, même de la part de certains clients, certaines interdictions de communiquer. Je ne sais pas si c'est votre cas par rapport à certains clients. Mais de toute façon, vous êtes toujours obligé de communiquer. Vous communiquez en interne, vous le dites. Et vous vivez dans un endroit. Vous avez dit tout à l'heure peut-être qu'il y a un effort à faire par rapport à la ville de Barentin, etc. Vous êtes un acteur économique local, vous êtes ancré sur un territoire géographique, etc. Et forcément, vous allez être à même, à un moment ou à un autre, vous allez être amené à communiquer avec votre entourage. Alors peut-être pas forcément sur vos activités spécifiques, mais peut-être sur effectivement votre conception de l'entreprise. Vous avez parlé tout à l'heure effectivement de donner un coup de main aux jeunes et autres. Donc forcément vous êtes amené à faire de la communication. Sauf que vous faites de la communication intelligente, vous ne communiquez pas sur les aspects qui seraient susceptibles d'être nuisibles pour votre entreprise. Comment c'est perçu en interne, chez vous, dans votre entreprise, le fait de devoir être prudent? Si vous voulez, alors, je ne sais pas si c'est propre à la région, mais moi j'ai la chance dans une entreprise dans laquelle les gens sont investis. Ils ont vraiment, si vous voulez, pour beaucoup, adopté le modèle d'entreprise comme étant le lieu dans lequel ils vont tous les jours et ils veulent que ça fonctionne. On a la chance dans une petite entreprise en général de pouvoir communiquer facilement avec ses salariés. Et c'est le cas en tout cas chez moi. Vous êtes combien? On est une quarantaine de personnes. Et si vous voulez, ils comprennent, si vous voulez, il est facile de communiquer sur la menace et de faire peur aux gens et d'induire des comportements par la menace. Si je dis demain que nous avons une concurrence chinoise qui pourrait nous balayer, etc., on aura des comportements qui seront liés plus, si vous voulez, à la peur, qui sont à mon avis des comportements négatifs. Si on peut parler aux salariés en leur expliquant quelle est la valeur, si vous voulez, de ce qu'ils font, du travail qu'ils accomplissent, je crois que la meilleure des choses, le meilleur exemple qu'on puisse donner, si vous voulez, c'est de parler et de leur dire, est-ce que vraiment vous voulez que le travail que vous accomplissez, les tâches sur lesquelles vous passez un temps énorme, dans lequel vous investissez, soit communiqué à l'extérieur? Est-ce qu'il suffit de dire le résultat que vous avez fait, de toutes ces années d'efforts que vous avez produits, on peut les donner à quelqu'un d'autre? Je crois que la plupart, si vous voulez, la réaction est la même. Ils disent non, j'ai pas tellement envie qu'effectivement mon travail parte. Et j'ai également envie, un souci de préserver mon entreprise et mon emploi. On a tous une famille. Enfin, tous ces gens-là sont des salariés, mais ce sont également des gens qui ont une famille, qui ont une vie, et qui ont envie de voir tout ça continuer. Donc ce message passe très bien, en tout cas. Vous êtes ouvert à un salon, et c'est assez récent. On est allé à un salon en Allemagne qui était un des plus gros salons de l'électronique. À Munich. On a fait appel à des gens de la région pour nous aider un petit peu à structurer la façon dont on a y allé. Je vais vous le redire, Madame la déléguée, on a la chance d'avoir une région dans laquelle il y a vraiment des structures qui fonctionnent particulièrement bien. Et la Chambre de commerce, en tout cas, nous a filé un coup de main. Ça a été absolument incroyable parce qu'on leur a posé un projet et il fallait qu'en moins de 3 jours, ils montent le dossier en comprenant ce qu'on fait. On fait du blindage électromagnétique. C'est pas très simple à comprendre. Ils l'ont compris, ils nous ont aidés, on y est allé. On a vu également les gens de la DCRI également pour... Vous étiez frileux à aller là-bas. Ben, on est frileux, si vous voulez, quand on s'expose. Si vous voulez, il y a notamment des très gros salons allemands. C'est le leader mondial, si vous voulez, dans le domaine de l'électronique. Donc on sait qu'on va être écouté, on sait qu'on va être observé, on sait qu'on va être visible. Et puis quand on est une PME, on est toujours un petit peu soucieux de ce qu'on va dire. On parlait de communication, quel message communiquer, comment y aller, qui on veut voir, à qui on va être en contact, qui sont les gens qui sont en face de nous. Quand quelqu'un se présente à un salon, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'ils font. Ce n'est pas une carte de visite, si vous voulez, qui détermine la personne qui est en face. Donc, effectivement, on voulait mettre en place, si vous voulez, un process dans lequel on allait prendre des contacts qui nous permettaient de démarrer un effort export. On a un modèle de fonctionnement qui est lié, encore une fois, au savoir-faire et au savoir-être. Ce n'est pas tellement à la façon de fabriquer, donc il fallait trouver un intermédiaire, si vous voulez, ou un partenaire qui corresponde à notre modèle économique. Donc on a beaucoup de barrières, si vous voulez, qui se sont dressées avant qu'on se jette à l'eau.
un certain nombre de ces barrières, si vous voulez, ont bougé, et puis on a vraiment été aidé, si vous voulez, par les gens de la Chambre de commerce pour y aller. Alors, il y a eu une aide qui était une aide intellectuelle, de stratégie, de réflexion autour de ce qu'on voulait faire, puis également une aide pratique, puisqu'ils nous ont aidés, si vous voulez, à nous lancer dans le projet. Bilan des courses? On va démarrer, on a reçu la 3e commande export avec un partenaire qu'on a développé. Ça date d'octobre 2012. On a mis 1 an à développer ce partenaire et ça commence à porter ses fruits. Et on pense que ça nous a donné, si vous voulez, un modèle de développement auquel on n'avait pas forcément pensé, qu'on va pouvoir dupliquer parce qu'on a un capital expérience, si vous voulez, qui s'est créé à travers de cet effort. Merci beaucoup pour cette intervention. Nous allons nous tourner maintenant vers Gilbert Fournier, qui est un très bon communicant, qui sait gérer sa communication de crise, puisque avant de démarrer l'entretien, aujourd'hui, je lui ai dit, est-ce que je peux parler du conteneur, machin bidule, est-ce qu'on va parler du conteneur et tout. Et c'est pas quelque chose qui vous enchante. Et parce qu'effectivement, son projet, qui existe aujourd'hui, est un principe d'un système modulaire, transportable, qui pourrait ressembler de très très loin, mais ça ne ressemble pas du tout, à un conteneur. Et ça l'a beaucoup fâché quand on en avait parlé au téléphone tous les deux. Dire non, un conteneur, ça ne me plaît pas et tout. On a beaucoup travaillé pour trouver un autre concept, pour contourner l'objet en question et transformer cet objet conteneur fort pratique sur des ro-ro. Non, les ro-ro, ils n'ont pas de conteneur. Fort pratique sur les cargos, mais moins pratique pour vous en tout cas. Du coup, vous avez beaucoup travaillé et vous avez mis au point une marque qui s'appelle Guard Access. Une marque que vous avez ensuite déclinée. Oui, tout à fait. Donc oui, pour moi, c'était important qu'on n'appelle pas mon Guard Access un Algeco ou un conteneur ou autre. C'est vrai, c'est un bungalow qui fait 20 pieds, dans lequel on a mis plein de choses, de l'électronique notamment embarquée. Et donc, un des premiers soucis, c'était de donner un nom de marque à ce produit. Et comment on a trouvé ce nom ? J'ai réuni quelques personnes dans l'entreprise et on a travaillé pendant 1 mois de façon successive sur différents projets, différents noms. Qu'est-ce qu'on voulait porter, qu'est-ce qu'on voulait dire, à quoi pouvait ressembler le nom par rapport au produit. Une petite parenthèse, pardonnez-moi, vous vous installez sur un site, en une journée, le site est sécurisé, tout à fait, vous avez tout installé. Oui, tout à fait. Vous contrôlez les accès, voilà, ça c'est votre vocation. C'est la vocation de la rapidité de mise en place du produit. D'où la nécessité que ce soit très transportable. Voilà, il fallait que ça soit transportable par camion, par avion, par bateau. Donc on est tombé d'accord à la fin sur un nom qui était le Guard Access. Et pourquoi son nom ? Parce que Guard Access, accès gardé, mais aussi on voulait trouver un nom en consonance anglaise, parce qu'on démarre l'aventure export et que c'est important que ce nom soit bien compris aussi dans une autre langue. Suite à ça, on a donc démarré timidement. Aujourd'hui, le projet est mature. Maintenant, nos clients ne demandent plus un accès contrôlé, ils nous demandent un Guard Access ou un Algeco. Maintenant, c'est clair. Ils ont compris le nom. Et on a décliné d'autres marques puisqu'on a déposé un autre nom dans l'événementiel, le Guard Event, qui veut dire aussi les accès d'événementiel gardés. Et on vient de sortir un nouveau produit qui a 6 mois maintenant, qui s'appelle maintenant le Smart Access, qui est un petit module pour les endroits assez rétrécis dans des grands chantiers. J'imagine que vous, dans la salle, vous arrivez à visualiser Guard Access, Guard Event, Smart Access, différentes tailles pour différentes installations. Quels sont vos clients ? Alors, les clients, au départ, étaient les gens de la grande industrie pétrolière qui avaient ces problématiques sur les grands arrêts où ils avaient énormément de personnes à faire passer sur leur site lorsqu'ils faisaient des arrêts techniques. Ce sont des arrêts qui durent environ 6 à 8 semaines et sur lesquels vous avez 5 à 8 000 personnes qui arrivent en même temps. Et donc, cela encombrait leurs accès principaux. Et donc, est venue l'idée de créer des accès mobiles rapides à mettre en œuvre. Je vous dis, en une journée, on arrive le matin, on repart le soir, c'est opérationnel. Et puis, on s'est aperçu après, parce que je me suis rapproché à l'époque d'Oseo, et Oseo m'avait demandé, pour me soutenir dans mon projet, m'avait demandé 2 choses très précises. La première, c'était de faire une étude de marché France-Europe et de déposer un brevet sur le produit. C'est ce que j'ai fait. On s'est aperçu sur l'étude qu'on avait faite que
il y avait un marché énorme qui était dans le BTP pour la sécurité des chantiers dans les grands chantiers où qu'ils soient. Et c'est de là qu'est démarrée l'aventure, puisqu'aujourd'hui, on travaille avec tous les gros du BTP, que ce soit les Vinci, les FH, les Bouygues, etc. Et donc, utilise régulièrement ce type de produit. Aujourd'hui, Cavas, c'est combien de personnes? Cavas, c'est 17 personnes. Ça, c'est le simplement. noyau. Mais vous travaillez en plus avec d'autres entreprises. Oui, j'ai une autre entreprise qui fabrique pour moi, qui est Énergie Plus. Quand on regarde rapidement, parce que je n'ai pas l'expertise de maître Thibaut du manoir de Joailles, quand on regarde rapidement vos sites internet respectifs, à tous les deux, il y en a un qui fait la star, qui explique son beau projet, son beau produit, ça bouge bien, il y a beaucoup de couleurs. Il y a de la vidéo, vous êtes communicant. Chez vous, évidemment, vous êtes fidèle à cette image très contrôlée. Vous êtes vraiment sur c'est le strict minimum. Mais vous en avez fait un quand même. Il est un petit peu vieillissant, il faut qu'on s'en occupe. Ah, il y aurait là peut-être une marge de progression. Qui a été identifié. D'accord, donc là, il y a du boulot à ce niveau-là. Et nous, on a plein de refonte de notre site, puisqu'on va sortir l'année prochaine un nouveau site complètement refait par rapport à l'expérience et le vécu qu'on a eu depuis ces 4 ans qu'on a sorti le produit. Ça marche bien. Hein. Ça marche très très bien. Ça marche bien. Guard Access fonctionne bien. Oui, ça marche bien. Et là, la grande satisfaction, c'est que après quand même 3 ans de galère, on arrive maintenant à vendre à l'export. Et ça a été très long, difficile. Mais aujourd'hui, on a les premières retombées et on commence à exporter nos produits, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Est-ce que vous faites appel à des compétences, à des universités, à d'autres compétences pour Non, tout se développer fait- l'entreprise? Tout se fait en interne. Chez vous, tout se fait en interne? Oui. Que ce soit la R&D, que ce soit l'équipe projet, tout est en interne. On s'est fait aider au départ, on a fait appel à M. Berthaud qui est au fond de la salle, qui nous a bien aiguillés sur les pièges à éviter, notamment en matière de communication. Par Autrement, exemple on a tout développé nous-mêmes. Et on a mis des outils d'alerte sur les noms de marques et sur les brevets. Et aujourd'hui, on a quelques alertes qui nous fait qu'on est en train de poser des recours sur notamment en ce moment des cohérents qui essayent et qui communiquent déjà sur le même nom. Oui, donc vous êtes très très attentif. On est très attentif. Comment ça s'organise au quotidien? Au quotidien, au niveau de la surveillance, on fait appel à un cabinet extérieur qui surveille nos marques et nos brevets. C'est pas vous qui pouvez le faire en interne, tout seul? Non. Je ne sais pas si on pourrait, mais bon, j'ai un responsable R&D qui le suit, mais on est aussi dans le nez dans le guidon. Donc, des fois, c'est bien d'externaliser ce genre de tâches. Michel Lepeu, c'est un bon nom, Guard Access, c'est Oui, bien très réussi. très bien. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Fournier, une marque qui n'est pas baptisée est une marque qui n'existe pas. Ça, c'est un grand principe. On ne met jamais sur le marché un produit si on n'a pas passé suffisamment de temps à réfléchir à son nom de baptême. Je fais juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, on a des jeunes entreprises, on a des start-up à qui on a appris à faire des business plans qui sont parfaitement bien rodés et qui se lancent sur le marché en ayant très peu réfléchi à leur stratégie de marque. Et c'est une catastrophe parce qu'on les retrouve 3, 4 ans plus tard à traîner une marque qui a été mal conçue, qui des fois n'a pas été déposée. Je n'ai pas abordé l'aspect, sachant que nous avions un expert, l'aspect protection, etc., de toutes les idées, les marques, etc., mais c'est quelque chose d'essentiel. Et je trouve que la démarche de M. Fournier est remarquable parce qu'il a mis du temps à concevoir sa marque, mais il a élaboré une marque que l'ensemble de l'entreprise s'approprie, endosse. Ça, c'est important. Et en plus, je trouve que c'est une approche intelligente parce qu'il est en train de la décliner avec une ébauche de stratégie de marque. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et pour finir ma parenthèse sur les startups, les discussions que je peux avoir avec certains responsables de majeur entrepreneuriat dans les grandes écoles, c'est il faut impérativement aujourd'hui imposer à ces jeunes qui vont partir dans la vie économique avec des projets souvent magnifiques, d'inclure une ligne dans leur business plan
et un paragraphe sur la stratégie de marque. Et ils éviteront beaucoup d'années de recul parfois pour retravailler un vrai concept de marque 2 ans ou 3 ans après qu'ils aient effectivement passé la barrière de l'incubateur et de la pépinière. Ce qui m'avait beaucoup surpris aussi lorsqu'on avait préparé ces entretiens, Nicolas Voiraud, c'est la façon dont chez vous, on est attaché à la marque. Alors, c'est un peu À paradoxal. l'identité. Hein. Parce que, si vous voulez, quand vous cherchez Jacques Dubois sur Internet, on ne pouvait pas faire pire. Alors, je ne vous cache pas que la société existe depuis 1937, donc à l'époque, Internet n'était même pas un concept. Mais oui, on y est attaché parce que malgré cela, si vous voulez, on a réussi à imposer une marque auprès de nos clients et les secteurs d'activité dans lesquels on est. Donc, c'est, pour revenir à ce que vous disiez, si vous voulez, je crois qu'à un moment donné, il y avait une promesse, mais il n'y avait pas qu'une promesse, puisqu'on a dû sans doute livrer, si vous voulez, transformer notre promesse en réalité. En conséquence de quoi, aujourd'hui, avec Jacques Dubois, on a une vraie marque dans les secteurs d'activité qui sont ceux qui nous intéressent. Alors c'est vrai que si vous voulez, si on veut s'en écarter et développer de nouveaux marchés, lancer de nouveaux produits, le problème et la question se pose. Mais on a du mal, si vous voulez, à effectivement lâcher cette marque qui, jusqu'à aujourd'hui, enfin encore aujourd'hui, si vous voulez, nous sert. Est-ce que vous auriez besoin de la décliner en anglais? Ne changez pas de nom. John Smith, Ça fait je un sais peu pas si Matrix. c'est très heureux. C'est pas très... Si vous voulez. Alors, C'est anonyme, remarquez. Je vais vous dire, l'avantage qu'on a, c'est qu'en anglais, comme les gens ont du mal à prononcer Jack Dubois, on a d'une certaine manière, si vous voulez, une marque. C'est un nom presque imprononçable, mais qui l'est quand même, si vous voulez, et qui est suffisamment déformé pour que les gens s'en souviennent. Alors, ça marche mieux à l'étranger, je dirais, à l'international, que peut-être sur le territoire national. Est-ce que vous êtes, non pas que vous ne le soyez pas, mais plus affûté que Gilbert Fournier sur la protection de ce que vous faites? Puisque vous êtes une entreprise avec une telle antériorité, est-ce que vous êtes toujours organisé dans la protection de votre nom, de la protection de vos concepts, de vos brevets? Deux choses. D'abord, il y a un effet de masse qui est lié au fait qu'on soit une PME, où on est certainement moins bien équipé, si vous voulez, que les entreprises qui vont dédier des ressources à la protection de leurs marques et à la protection de leurs actifs. Donc ça, il y a un travers, si vous voulez, qui est le travers de toutes les PME en France et dans les autres pays d'ailleurs, je pense, hein, où on n'a pas les ressources, si vous voulez, qu'on peut consacrer parce qu'on est en pratique, on est la tête dans le guidon, on en a parlé. Bon, donc ça, c'est un point, si vous voulez, qui est difficile, mais qui nécessite vraiment des efforts supplémentaires. S'ils sont compris, on peut le faire avancer. Mais je dirais que de manière générale, si vous voulez, pour toute la partie innovation et tout ce qu'on va contribuer à créer, on va toujours essayer de se rapprocher, si vous voulez, de ce qu'on a là et on va toujours essayer de le protéger. Mais ça reste un travail, je dirais, au continu. Vous l'avez dit vous-même, moi aujourd'hui, mes salariés communiquent sur Facebook, ils sont partout, si vous voulez. Ils sont autant au bistrot, au restaurant, dans l'entreprise, que sur Facebook, que sur Internet. Ils ont leur propre page, ils ont les copains d'avant, les copains d'après, les copains de toujours. Donc ils sont partout, ce qui est normal. Donc notre marque, elle se diffuse, si vous voulez, je dirais de cette manière, là aussi. Donc c'est d'autant plus difficile. Ce qui est également difficile, c'est que dans les métiers où on est un petit peu, où la nature du travail qu'on fait est un petit peu confidentielle, on n'a pas toujours le souci d'exigence qu'on va avoir sur une marque et grand public. Ce qui est une erreur, une vraie erreur. À mon avis, les exigences sont les mêmes, le public n'est pas le même. Chez vous, Gilbert Fournier, ça se traduit comment? Alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est avoir toujours de l'avance. Parce que, et ça c'est très important pour nous, c'est que tous les ans, on sort une nouvelle fonction logicielle, un nouveau concept, un nouveau produit. Et on a déjà dans les cartons ce qu'on va sortir dans 1 an ou 2. Et ça, c'est primordial parce que vous êtes rapidement rattrapé par la concurrence, même si vous êtes protégé, même si vous avez des noms, même si vous avez des brevets. Il ne faut pas se leurrer, à 10 000 km de là, quelqu'un peut très bien vous couper sans que vous en ayez eu aucune connaissance. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que mon produit, il fallait qu'il évolue et qu'il ait toujours une longueur d'avance par rapport au produit d'origine et que ça nous donnait une avance concurrentielle sur le marché que l'on vise. Donc ça, c'est un point essentiel chez nous. Toujours repenser, écouter nos clients et toujours avancer pour donner d'autres outils et d'autres fonctions.
je ne souhaite pas couper l'herbe sous le pied de Madame la déléguée, mais est-ce que vous faites cette même avance sur les normes? Bien évidemment. Vous devancez- D'autant plus que comme on travaille à l'export aussi, on a intégré cette notion de normes étrangères, parce que lorsque vous vendez dans certains pays, on est obligé de faire attention aux normes qu'on nous impose. Si je peux ajouter, Monsieur Fournet et moi, on a une stratégie complètement opposée en matière de brevets. Nous, on vit dans le secret. On fait le choix, dans un certain nombre de cas, de ne pas breveter ce qu'on fait. On a eu des exemples de produits pour lesquels, si on avait breveté aujourd'hui, les technologies seraient dans le grand public et on ne pourrait plus, si vous voulez, commercialiser nos produits. Mais le problème se pose, et je dirais même qu'il se pose parfois auprès de nos clients. On a eu des exemples, si vous voulez, de clients qui ont déposé des brevets avec des produits qui étaient de notre fabrication. Et ça, c'est la situation la pire, parce que c'est une situation dans laquelle vous ne pouvez plus commercialiser votre produit qu'à un seul client qui, lui, peut-être, n'a déposé un brevet que pour des raisons défensives. Donc on a fermé le marché. Donc la logique autour des brevets, si vous voulez, je pense qu'elle est très complexe. On a fait certains choix, nous, aujourd'hui, qui nous pensent, si vous voulez, on pense qu'ils nous sont utiles et ils nous profitent. Mais je crois que c'est vraiment une réflexion qui doit être menée au cas par cas. Je crois que le cas de M. Fournet est vraiment celui dans lequel il faut plonger dedans, comme vous l'avez fait, si vous voulez, en mettant les brevets qu'il faut et en vous protégeant. Dans notre cas, on a préféré, en ensemble de cas, si vous voulez, ne pas breveter. Merci beaucoup pour cet éclairage. Maître Thibault du Manoir de Joailles. Alors je vais prendre la parole et rebondir là sur les thèmes qui ont été abordés par les différents intervenants, ainsi que par Monsieur le Préfet et Madame Revel. Alors dans les derniers propos, il y avait un lien manifeste entre les problèmes de protection et les problèmes de communication. Puisqu'on a parlé de brevets, on a parlé de dépôt de marque. Et en matière de brevets, il faut savoir que dès que vous déposez un brevet, breveter, c'est dévoiler. Et que c'est une forme de communication. Alors derrière ça, ça a donné lieu à différents types de stratégies. Et notamment, on parle beaucoup des brevets-leurs, alors qui ne sont pas l'apanage des PME, mais plutôt des grandes entreprises, où des entreprises vont déposer des brevets, sachant qu'ils seront surveillés par les concurrents, disant on recherche dans telle voie, ce qui est totalement faux, mais ce qui induit le concurrent en erreur, qui va dépenser des sommes d'argent qui ne sont pas consacrées à une recherche beaucoup plus productive. Et donc, il y a ce lien en permanence de breveter et dévoiler. Et il y a toute une stratégie de brevet et de communication qui vont de pair. Il y a également au niveau des marques tout ce qui est protection. Et j'ai été très surpris, je regarde de temps en temps l'industrie automobile qui m'intéresse. Et je me souviens avoir vu des annonces, alors c'était le propre de Michelin ou d'autres constructeurs de pneus. Et on voyait souvent... vous savez, une usine, alors c'était pas une usine en container ou en Algeco, pardon, excusez-moi pour les propos, mais c'était une usine en modèle réduit qui permettait de fabriquer des pneus très rapidement, donc une usine relativement mobile. Et vous regardez, que ce soit Bridgestone ou Michelin, très régulièrement, vous avez des annonces comme ça. Et il se trouve que je rencontre un jour des gens de chez Michelin qui étaient dans les services de R&D, et je leur dis, là, mais toutes ces histoires d'usines petit format qui développent des pneus très rapidement. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Et est-ce que vous induisez pas par des brevets-leurs, justement, vos concurrents dans des fausses voies? Et la personne de chez Michelin m'a fait une réponse que je crois exacte, en disant, mais vous savez, on est une société cotée. Et on ne peut certainement pas s'amuser à induire en erreur des concurrents, parce qu'on va induire nos financiers en erreur, plus le marché boursier avec toutes les conséquences que ça représente, et ça risque de nous couper des crédits, on va perdre toute crédibilité. Et donc derrière la manipulation de l'information face à la protection des données, je pense qu'il y a une grande prudence à avoir. Alors après, en écoutant les différents propos, j'ai laissé vagabonder un peu mon esprit en disant qu'on me présentait une communication parfaite, et ce que je vois dans mon quotidien d'avocat, c'est plutôt le côté obscur de la force. Et le côté obscur de la force, c'est des entreprises comme celles qui sont à ma gauche, qui ont développé une politique de communication plus ou moins grande, et puis arrive un trublion qui va tenter de déstabiliser la communication, notamment sur Internet. Et il y a un paradigme qui peut se développer en 5 points, qui est relativement récent, qui est la destruction d'une réputation, et qui est une désinformation qui est extrêmement facile. Alors, il faut savoir que maintenant,
la désinformation ou l'atteinte à la réputation, ça peut être le fait de n'importe qui. Parce qu'Internet, c'est une caisse de résonance et qui est absolument énorme, facile à manier, qui ne demande pas d'investissement. Et quand je dis c'est n'importe qui, je ne suis peut-être pas tout à fait exact, parce qu'à mon avis, il y a des personnes qu'on a évoquées tout à l'heure, surtout M. Voiraud, qui sont les salariés. Et donc les salariés ont un devoir de loyauté et ne peuvent en aucun cas dénigrer l'entreprise et ont un droit à la critique qui est relativement modéré. Mais à côté de ça, vous avez les consommateurs, les actionnaires, puis ça peut être des associations, voire un farfelu qui se dit « Tiens, ton entreprise appartient au complexe militaro-industriel et tombe par hasard sur le nom Jacques Dubois, il va l'attaquer. » Et donc, on est à la merci de tout individu. Et le problème des salariés, c'est alors que tout le monde peut parler, les salariés qui sont dans un environnement comme tout à chacun ne sont pas forcément formés à une certaine retenue et aux enjeux. Et puis sur le plan purement juridique, est-ce ce côté d'avoir un petit fragment de population qui est, alors je vais prendre un terme un peu ancien, mais bâillonné, est-ce que ça peut tenir la route longtemps? Et moi je pense qu'on va aller vers une liberté beaucoup plus grande d'expression des salariés, et liberté qu'il va falloir accompagner en expliquant les enjeux aux salariés de dire attention, il y a des risques pour votre emploi si vous parlez n'importe comment. J'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième problème que je vois avec toutes les technologies nouvelles de l'information, alors je ne sais pas si monsieur Lepeu va peut-être me corriger, c'est le problème du marketing viral, ou plus simplement c'est l'effet boule de neige. Et donc vous allez avoir un individu pour des raisons XY qui va mettre un message. Alors, on a parlé de tas de supports, parce que maintenant vous avez tous les réseaux sociaux, donc les principaux, si vous les connaissez, c'est Twitter, c'est Facebook bien entendu, c'est LinkedIn, et c'est dans une moindre mesure, parce qu'il est en perte de vitesse, c'est Viadeo, avec des réseaux, et puis il y a YouTube, qui est extrêmement important, et puis il y a certainement d'autres réseaux qui sont là. Et toute la difficulté pour l'entreprise, c'est j'ai une critique qui apparaît anodine ou minime, et puis est-ce que je dois réagir? Et puis si je ne réagis pas, c'est est-ce que j'ai le risque qu'il y ait un phénomène amplificateur? Et avec ramener à mon problème juridique, et c'est ce qu'on trouve dans les décisions de jurisprudence, où les magistrats vont dire mais vous nous produisez un constat d'huissier qui fait état de, attendez, sur la vidéo YouTube qui dénigre votre client, de 15 vues. Et puis alors, il y a le problème derrière des nouveaux moyens, parce que quand je suis sur Facebook, est-ce que quand je partage une vidéo, donc ça veut dire que ça va apparaître que la vidéo est partagée X fois, mais également ça va la rapatrier ou ça va mettre un lien sur mon site, et je vais continuer à propager la rumeur. Et en tant qu'entreprise, quand je suis face à ça, est-ce que si j'ai 3 partages, 15 clampins qui sont allés voir sur YouTube ma vidéo, devant les magistrats, je risque d'être embarrassé, parce que les magistrats vont dire oui, mais attendez, vous prétendez avoir des milliers de clients et il y en a 15 qui se plaignent et qui ont été voir, donc c'est un non-enjeu. Et du coup, les magistrats vont pas être très sensibilisés au problème. Et puis par contre, si je laisse faire, ça va pouvoir être repris des milliers de fois. Je cite, je suis intervenu dans une affaire un peu sensible pour une municipalité contre une association qui était assez médiatisée. Et en l'espace d'une semaine, j'avais écrit une mise en demeure, et ma mise en demeure a été reprise 10 000 fois sur Internet. Donc en un laps de temps très court, avec rien qui me permettait de prévoir une cascade pareille. Et puis après, j'ai d'autres problèmes qui sont plus techniques. C'est l'utilisation d'alias et l'usurpation d'identité. Puisque bien souvent, votre concurrent ou l'individu qui veut du mal à l'entreprise va avancer de façon masquée. Alors je traitais un dossier ce matin qui était dans ce type-là, qui concerne une première vidéo est diffusée sur YouTube où on critique une société et on ne la nomme pas. C'est laquelle? Pardon. C'est un réseau relativement important. Et sur ce réseau relativement important, on va dire, tiens, les dirigeants, monsieur, puis il y a les initiales. Et puis tout est anonyme. Et puis il y a quelqu'un qui a été évincé de ce réseau, qui sur sa page Facebook fait un lien
Alors, je suis persuadé que c'est lui qui a mis cette vidéo de manière anonyme. Il dit, tiens, regardez ce que j'ai trouvé sur une société Internet. Et puis après, dans les commentaires en dessous, il y a quelqu'un qui dit, mais est-ce que ça ne serait pas la société Trucmuche? Et puis après, avec des problèmes d'équilibre dans lesquels on se trouve, c'est d'abord, en tant qu'avocat, il faut que je prouve quand même une manœuvre concertée entre tous les acteurs. Et c'est quand même très très difficile à faire. Et puis, tout à chacun a droit à sa liberté d'expression, avec tout le phénomène amplificateur derrière. Et avec une nouvelle part du métier d'avocat qui se développe, c'est qu'une solution à de tels problèmes, ce n'est pas une solution purement juridique. Et à ce moment-là, on travaille main dans la main avec des communicants comme M. Lepeu, en disant que peut-on faire sur le plan juridique et que peut-on faire sur le plan médiatique ou dans la blogosphère ou dans la sphère Internet ou la sphère des réseaux sociaux. Alors ça, c'était pour le côté obscur de la force, mais comme beaucoup ici, il faut sans doute prendre des mesures préventives. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué le problème des salariés. Et vis-à-vis des salariés, ce qu'on constate notamment au niveau des PME, peut-être à cause de l'émergence des nouveaux médias, c'est dans les documents sociaux, que ce soit le contrat de travail, le règlement intérieur de l'entreprise, la charte informatique, etc., vous avez relativement peu d'éléments qui ont trait à la communication de l'entreprise et à l'influence de l'entreprise. Et je pense qu'il y a un certain nombre de points qui doivent être mis en exergue, avec quand même un principe. Alors je vais pasticher un peu le slogan de mai 68, c'est « il est interdit d'interdire », et je le complète quand même pour être plus juridique, c'est « il est interdit d'interdire de façon générale et absolue ». Donc une interdiction de communication portant sur un salarié serait totalement irréaliste sur le plan pratique, ferait apparaître l'employeur comme un dictateur, aurait à mon avis une contre-image de marque en interne terrible. Par contre, il faut pouvoir cantonner quand même cette communication. Ce qui veut dire certaines règles, qui sont d'abord sur l'utilisation du mail de l'entreprise. Est-ce que je peux aller sur mon compte Facebook et utiliser le mail de l'entreprise en disant Jacques Dubois, ISBAM, GuardAccess, Access, je ne sais pas si c'est là votre nom de domaine, et ou est-ce que je peux le dire, c'est un usage strictement professionnel, et même sur les réseaux sociaux, vous ne l'utilisez pas ou vous l'utilisez dans certaines conditions. Alors deuxièmement, c'est la gestion un peu des réseaux sociaux qui peut se décliner dans plusieurs points. Dans quelle mesure j'ai le droit de liker, de partager, d'aller sur un groupe professionnel pour donner mon avis sur tel point de vue. Bon, vous avez par exemple, je regarde souvent, parce que j'ai un département arnaque à la défiscalisation, beaucoup les groupes du secteur immobilier, avec des gens d'entreprises qui dénigrent la loi Duflot. Alors sur la loi Duflot que vous avez tous vu, bon, elle est appelée la loi du flop. Et si je dirige un grand réseau immobilier, peut-être que ça va me faire un certain tort si mes salariés critiquent de cette façon-là, en toute bonne foi, la loi, qui s'estime pénalisante. Vous avez également, si vous travaillez de concert avec vos salariés qui ont leur page Facebook pour soutenir les projets de l'entreprise, pour dire voilà comment mon métier est passionnant, comment l'entreprise dans laquelle je travaille est fascinante, etc., etc. Quand le salarié quitte l'entreprise, à qui appartiennent les données? Est-ce qu'il efface tout? Et est-ce qu'il a le droit de dire voilà, j'ai quitté cette entreprise fascinante, extraordinaire, et maintenant je suis dans une autre entreprise qui fait tout aussi bien, voire mieux? Cas extrêmement fréquent. Mais à mon sens, le contrat de travail ou les documents sociaux un peu équivalents, ça doit bien sûr avoir un côté créateur d'obligations, mais également ça doit avoir un côté pédagogique, ça doit être une sorte de mode d'emploi pour dire aux salariés voilà nos enjeux, voilà ce que vous avez le droit de faire et pas le droit de faire. Alors, vous avez bien sûr tous les problèmes de dépôt de marque, et puis qui m'apparaissent indispensables. Alors, je ne voudrais pas rentrer dans un débat juridique, surtout que notre animateur a la montre en main, ou à peu près. Et c'est pas moi qui dois prendre un train à 19h45. Voilà, et donc simplement sur que le fait de déposer une marque sur bien des points,
Le dépôt d'une marque est relativement peu coûteux. Vous avez des possibilités de déposer des marques à Alicante, même par Internet, qui couvrent les 27 pays de l'Union. Et sur le plan juridique, vous êtes beaucoup mieux armé pour défendre un slogan, pour défendre un certain nombre de choses, avec une réflexion pour défendre un logo, que si vous n'avez rien fait. Alors vous avez une solution de rattrapage qu'on essaie de prendre, qui est le droit d'auteur, parce que la marque, c'est une création de l'esprit, et ça se protège comme toute œuvre de l'esprit. Mais c'est, sur le plan juridique, pour parler élégamment, c'est plus difficile, c'est un peu plus casse-gueule. Alors je voudrais dire maintenant quelques points sur les liens entre procès et communication. Alors d'abord, c'est que maintenant vous avez des sites qui sont relativement peu chers, qui vous proposent toutes les décisions de cour d'appel en ligne. Ce qui veut dire que si une entreprise a un procès, alors ça existe depuis 2 ans à peu près, vous avez 2 ans d'arriéré de cour d'appel, je suis capable de savoir quel procès elle a eu, si c'est un salarié mécontent, un client mécontent. Alors je me suis dit que en préparant mon intervention, que j'allais faire une taquinerie à mes 2 voisins de gauche, et je suis allé voir leur société dans les bases de données juridiques en disant est-ce que Jacques Dubois a eu des contentieux ou en cour d'appel, ou est-ce que la société de M. Gilbert Fournier a eu des contentieux. Je n'ai rien trouvé. Ce qui veut dire que c'est sans doute des entreprises modèles en termes de communication. Et puis, le deuxième point, c'est que maintenant, de plus en plus, la communication est accrochée au procès. Alors, je vous cite un petit exemple que vous avez peut-être en mémoire. C'est ce qui était arrivé à une salariée du groupe Cora, qui était CGT, et qui était menacée d'être licenciée pour on ne sait pas très bien quoi. Et il y a eu toute une campagne. Donc, elle avait été convoquée simplement à un entretien de licenciement. Et elle n'avait pas eu cet entretien, donc on ne savait pas ce qu'il lui reprochait. Et elle a lancé, avec l'aide de la CGT, une campagne absolument remarquable sur Internet en disant « On veut me licencier parce que j'ai récupéré un billet de réduction en caisse à 2 €, alors que je suis une salariée relativement paupérisée parce que je travaille à mi-temps, etc. etc. » Et alors, mes sources, c'est Cora, donc vous prenez avec le recul que vous voulez. Et c'est à ce moment-là que Cora a dû faire machine arrière sur le licenciement de cette personne en disant si je la licencie, eh bien, à ce moment-là, ce sera une telle répercussion en termes d'influence et de communication qu'il vaut mieux que j'attende le grief suivant. Donc il y a ce lien qui commence à être très étroit. Et toutes les entreprises, maintenant, peuvent être victimes, puisque vous avez les pièces de procédure qui circulent sur Internet. Et si vous êtes face à un des grands groupes de consommateurs, vous avez les consommateurs qui créent leur blog, leur page Internet, c'est un peu ce que disait tout à l'heure M. Lepeu, et qui vont se réunir, se fédérer, et qui vont se dire, au lieu d'arriver tout seul au tribunal quand je me plains d'une entreprise, eh bien, j'ai 50 personnes qui vont se regrouper. Et puis, si j'ai 50 personnes qui se regroupent, c'est à ce moment-là repris par les journalistes, et puis repris et à ce moment-là, il y a la campagne de presse, et de nouveau, il y a l'effet absolument incontrôlable ou difficilement contrôlable. Alors, c'est un petit peu. Alors, toujours sur le procès, c'est qu'un procès ne laisse absolument pas indemne la plupart des entreprises ou la plupart des chefs d'entreprise. Et si vous suivez les grands procès mettant en place des chefs d'entreprise, alors, j'ai des noms qui m'échappent, vous apercevez que ces chefs d'entreprise étaient accompagnés d'une agence de communication qui avait un rôle aussi important que l'avocat. Parce que si vous allez en procès, même si vous êtes relaxé, si on vous poursuit au pénal, même si on vous donne raison, si on vous poursuit au civil, ça laisse des traces. Et ça détruit une entreprise. Et vous avez beau avoir raison, brandir le jugement en disant les magistrats ont reconnu ma bonne foi, etc. On se dira, mais est-ce que les magistrats ne se sont pas trompés? Donc il y a une reconstruction d'image à avoir derrière. Alors, je n'aurai le temps. Vous avez le temps. Ne vous inquiétez pas. Il y a, donc sur ces liens entre médias et procès, vous avez un point qui est extrêmement... un dossier qui a été remarquablement traité, qui est l'affaire Kerviel. Alors, je ne vais pas développer ça, mais l'affaire Kerviel... Là, vous n'aurez pas le temps. Voilà, je ne développe pas. Mais vous vous souvenez de l'affaire Kerviel qui est mise en garde à vue, etc. Et est-ce que vous vous souvenez, par contre, du premier interview donné par Kerviel à la suite de l'affaire? Et sur le plan médiatique, le seul élément qu'on avait montré
de Kerviel, c'était sa photo qui venait de son badge de sécurité. Alors quand on voyait la photo sur badge de sécurité, on avait l'impression qu'il sortait de la santé, enfin que c'était une photo anthropométrique du casier judiciaire, et il fallait qu'il se reconstruise une image avec, dans le jeu judiciaire, l'idée de dire « moi c'est un petit écrasé par la machine ». Donc première interview, je ne sais pas si monsieur Lepeu avait suivi ça, c'est Télégramme de Brest et Ouest France, pour reconstruire l'image en disant, moi, le petit gars breton, on choisit en plus la Bretagne, alors je ne le dis pas du tout à cause des bonnets rouges, parce que c'est un sujet trop brûlant, mais c'est le fait de dire, on redresse l'image par rapport à une justice inquisitoriale, et puis vous vous souvenez, au moment du procès, alors je balaye les étapes, ça a été le Kerviel qui a sorti un bouquin. Et ce qui lui a valu des attendus absolument cinglants dans le jugement, alors je ne vous livre pas mot à mot, mais l'esprit des attendus, aurait mieux fait de préparer sa défense plutôt que de communiquer. Donc avec une certaine irritation de la magistrature là-dessus, et puis avec un deuxième round après sa condamnation pénale, qui a mis en exergue un point, mais qui n'est pas lié du tout à l'affaire Kerviel, c'est est-ce que notre droit des obligations où notre droit à réparation dommages et intérêts a un sens quand on condamne un individu à 5 milliards d'euros de dommages et intérêts. Est-ce que ça a un sens? Donc, et après, il a lancé toute sa campagne, en changeant d'avocat X fois, en disant, mais finalement, j'ai une mort civile, puisque jamais je ne pourrai dépasser, en termes de revenus, les seuils au-dessous de saisie, donc 900 000 euros, ça va m'interdire de créer une famille, ça va m'interdire, etc. Et là, je trouve qu'il joue remarquablement bien, puisqu'il va sans doute amener la Société Générale pour des questions, c'est des suppositions d'image de marque, à dire je laisse tomber, parce que c'est finalement la vapeur médiatique ou l'environnement médiatique est en train de se renverser. Et puis, un petit point également sur l'immunité de prétoire dont on parle régulièrement. On en parlait récemment dans la presse. Alors, est-ce que certains d'entre vous voient un peu ce qu'est l'immunité de prétoire? Alors, l'immunité de prétoire, je vais partir d'un exemple politique qui a concerné l'affaire Forisson. C'est une affaire un petit peu ancienne, et Forisson est un négationniste. Et donc, c'est quelqu'un qui s'exprime en niant l'existence des chambres à gaz, et immédiatement... Universitaire. Universitaire, à Lyon 3, il nie l'existence des chambres à gaz, et puis immédiatement il est attaqué sur le fondement de la loi Guesso, en disant c'est une négation de l'Holocauste, c'est inadmissible, et il est traîné en correctionnel. Et là, le principe de l'immunité de prétoire, c'est d'offrir la possibilité pour sa défense au prévenu de dire tout ce qu'il veut. Et ça va très loin, puisque les journalistes ont le droit de reprendre, en étant couverts par cette immunité de prétoire, tous les éléments qui ont été évoqués au procès. Et donc, ce qu'a fait Forisson, alors c'était assez amusant, parce qu'il est arrivé avec 2 cabines ménagères remplies des tomes du procès de Nuremberg. Puis après, pendant 8 heures, il a fait sa démonstration, puis ça a été repris par Le Monde, Le Figaro, tous les médias, et ça a eu un effet de communication extrêmement important. À tel point que les gens qui l'avaient assigné, qui étaient des associations juives de déportés, etc., ont fini par dire « mais finalement, notre procès a été totalement contre-productif ». Et dans le domaine de l'entreprise, on le voit tout à fait souvent, où une entreprise s'estimant dénigrée sur Internet attaque l'auteur des dénigrements, qui peut être un concurrent, qui peut être un salarié mécontent, et profitant de l'immunité de prétoire, eh bien, le salarié, l'auteur des dénigrements, va dire mais je les ai traités de coquins, mais j'ai été très soft, vous savez, j'aurais pu dire, et puis voyou, bandit, enfin, bon, ce truc. Et puis, comme c'est quelqu'un qui a la notion de la communication, il va faire venir des relais d'opinion dans le prétoire, qui, alors si c'est des journalistes, vont pouvoir reprendre les éléments, ou si c'est un problème, moi j'ai vu ça beaucoup au niveau des syndicats dans l'entreprise, et faire venir les relais d'opinion à l'intérieur de l'entreprise, et ils vont pouvoir développer des théories qui sont absolument incontrôlables, sans censure judiciaire. Donc voilà, alors quelques flashs, quelques idées qui me sont venues en écoutant les propos de mes prédécesseurs. Je voudrais terminer,
en vous exprimant le plaisir que j'ai eu à être ici. D'abord en étant honoré d'être sur le même plateau que Monsieur le Préfet, que Madame Revel, que les élus de la Chambre de commerce, d'avoir un auditoire comme vous. Puis un élément un peu plus personnel, je suis normand d'origine, même si c'est de Basse-Normandie, donc je suis toujours content d'intervenir en Normandie. Merci beaucoup. Maître Thibault du Manoir de Joailles, si vous avez des questions à nos invités, je vous en prie, c'est le moment d'amener vos réflexions. Qu'est-ce que a pu vous évoquer chacun des points évoqués par nos invités, Michel Lepeu, Nicolas Voiraud, Gilbert Fournier, Maître Thibault Joailles du Manoir de Joailles. Ils ont été si complets que cela. Une question, monsieur, un instant, on va vous donner un micro. Alors, attendez, je vais en piquer un. Et Florence nous rejoindra dans quelques instants. Florence Fenioux. Merci. Voulez-vous vous présenter ? Bonjour, Jean-Baptiste Eiffel, je suis consultant en système d'information. J'écoutais M. Voiriot très attentivement concernant la problématique de votre entreprise liée à des éléments sensibles en particulier et aux communications et à la stratégie de communication en filtrant énormément vers l'extérieur vos données. Vous évoquiez deux choses. La première, c'est la liberté de communication de vos salariés. Aujourd'hui, quand vous répondez à certains types de marchés, vous laissez quand même l'amplitude aux salariés de communiquer au travers de Facebook ou ce genre de choses. Et la deuxième question, c'était par rapport à une PME de 40 personnes aujourd'hui, le coût de la sécurité aujourd'hui est-elle un vecteur très important c'est une ligne d'investissement conséquente ou c'est quelque chose de maîtrisé aujourd'hui ? Alors, écoutez, je vais essayer de vous répondre dans des termes pratiques parce que c'est un peu ma façon d'être. Je ne vais pas empêcher... Quand je vous dis qu'on essaye d'informer le salarié et on essaie de leur donner des idées de ce qui devrait être fait, mais je ne veux surtout pas leur interdire de communiquer. Penser que les salariés ne sont pas sur Facebook, c'est être sur une autre planète. Ils sont sur Facebook, ils font ce qu'ils veulent. Je ne vais certainement pas leur dire comment communiquer sur Facebook. Ce que je peux leur dire, éventuellement, c'est mettre en perspective ce qu'ils font, leur présenter le sujet et essayer éventuellement de les informer, de les éduquer. Après, c'est à eux de prendre des décisions. Je ne peux pas, moi, contrôler, maîtriser la communication qu'ils vont avoir quand ils sont à l'extérieur de l'entreprise. Je suis très simpliste, mais Facebook, c'est le café du commerce, c'est la même chose. À une échelle qui est de 15 personnes, parfois, c'est suffisant pour nous retrouver dans une situation absolument catastrophique. Mais si vous voulez, ce que j'essaye de faire, c'est de leur donner les outils pour qu'ils puissent prendre des décisions et qu'ils choisissent de communiquer de la manière qui leur paraît la plus appropriée par rapport à leur desiderata et puis la vie qu'ils ont dans l'entreprise. Après, je suis sûr qu'ils ne parlent de moi qu'en bien. C'est certain. Bon, voilà, je veux dire, faut être réaliste aussi. C'est normal que leurs patrons ils aient des mots qui soient parfois des noms d'oiseaux. Mais je pense qu'on essaye un petit peu de leur donner des outils pour qu'ils prennent une décision. Et pour répondre à votre deuxième question, c'est pas un investissement qui se mesure uniquement en numéraire. Je crois que c'est vraiment un investissement qu'on fait en temps personnel et en énergie, parce que c'est la valorisation de notre actif. Et dans une entreprise, la valorisation de l'actif, si vous voulez, c'est ce dans quoi on a le plus envie d'investir, puisqu'on sait que c'est ce qui va créer de la valeur. Donc, je vais être sûr que ma réponse soit claire pour vous, si vous voulez, mais on investit, oui, parce qu'effectivement, on veut protéger nos actifs et on va mettre peut-être des systèmes informatiques qui seront à peu près à jour. Ou, si vous voulez, les diagnostics qu'on a faits nous ont fait apparaître un certain nombre de trous. On a des problèmes de sécurité physique également. Quand est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'arrête ? C'est toujours un lien par rapport également aux moyens d'entreprise. Et forcément, une PME a moins de moyens si vous voulez, qu'une plus grosse société. Mais c'est également, souvent, vous savez, les failles de sécurité, on les attribue à des êtres humains. On peut avoir des systèmes informatiques qui sont parfaits, des systèmes d'entrée et de contrôle, etc., qui sont parfaits. Mais l'erreur, elle peut être bête. Aujourd'hui, dans un smartphone, si vous voulez, un téléphone qui est laissé sur une table, il y a plus d'informations concernant l'entreprise que ce qu'il pouvait y avoir il y a même 1 an ou 2 ans. On a une échelle de progression qui est colossale en matière d'informations qui peuvent être collectées et qui peuvent être stockées. Donc le risque, il est devenu, à mon avis, très important aujourd'hui. Donc je pense que c'est plus un effort d'information, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en disant qu'on va former tout le monde à ça. Je pense qu'on va le faire, et le refaire, et le refaire, et on va être obligé. Si vous voulez, c'est ça sans fin. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Merci beaucoup. Une autre question? Peut-être dire un petit mot pour m'inscrire dans le prolongement et de la question et de la réponse, c'est sur le problème du contrôle des salariés. Avec notamment sur est-ce que je peux de manière systématique aller contrôler ce que mettent les salariés sur Facebook ou autre. Donc je voudrais rappeler qu'il y a un triptyque en matière de surveillance des salariés, c'est qu'il faut les prévenir auparavant. S'il y a des instances consultatives du personnel, il faut demander leur avis. Et puis, il faut que le moyen soit proportionnel au but poursuivi. Et je pense que si vous mettez en place une surveillance dédiée uniquement Facebook salariés, ça ne passera jamais devant les tribunaux parce qu'on va considérer ça comme attentatoire à la liberté. Alors ça, c'est la version juridique. Alors comment ça se passe en pratique? C'est que bon, il y a beaucoup d'entreprises qui font une surveillance sur mots-clés beaucoup plus globale, et à ce moment-là, sans que ça vise particulièrement les salariés, ça peut faire surgir un élément. Donc à ce moment-là, c'est licite. Puis il y a d'autres entreprises qui, en marge de la loi, et c'est pour ça que je ne recommande pas du tout, vont faire une surveillance beaucoup plus ciblée. Et à ce moment-là, comme ils ne peuvent pas avouer la source de leur information, on s'arrange pour trouver un salarié complaisant et qui va écrire un mail à l'entreprise en disant tiens, je suis allé sur le Facebook de machin, voilà ce qu'il dit. C'est comme ça que ça se passe. Mais il y a un point sur le contrôle des salariés qu'il ne faut pas oublier, c'est que les salariés, c'est d'abord la force vive de l'entreprise, et qu'un salarié heureux dans l'entreprise, c'est un salarié qui protège l'information, et c'est un salarié qui diffuse de la bonne information. Et donc, les méthodes coercitives de contrôle, etc., à mon avis, doivent être utilisées de manière extrêmement pondérée. Monsieur le préfet. Moi, je rajouterais une chose importante, c'est que ce sont l'ambiance dans l'entreprise, mais aussi, je vois dans mon entreprise, ce sont les salariés qui se sont appropriés le projet et qui voient que le projet a du succès, donc vont de l'avant et protègent l'entreprise eux-mêmes. Oui, je voudrais abonder dans ce sens, parce que c'est vrai, bon, maître, il faut faire du droit pour la partie salariée, borner leur capacité de communication. Mais je crois qu'il faut surtout les convaincre, comme dans beaucoup de sujets, de protéger, de participer à la protection de l'entreprise. Et c'est là où ça fonctionne, pour avoir des cas très précis d'intelligence économique, où il a fallu agir de façon très défensive vis-à-vis de cas d'intrusion massifs. Ça ne peut se faire qu'avec la participation des salariés. Et je crois que c'est une règle d'or en la matière. Parce que si vous vous retrouvez comme chef d'entreprise en but à des conflits internes avec les salariés sur ce type de sujet, ça signifie qu'il y a un risque de dérapage très très fort. C'est l'expérience qui me fait parler. Là. Monsieur le préfet de l'Eure, Dominique Sorin. Une intervention. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Florence Feniou, avant que nous concluions avec madame la déléguée, à propos justement de ces rendez-vous. Florence Feniou, vous êtes conseillère intelligence économique à la CCI de région Haute-Normandie. Oui, juste 2 minutes. Je ne vais pas accaparer du tout le micro. Je voulais remercier déjà nos intervenants à la qualité de leur intervention de ce soir sur la thématique de cette 13e rencontre du club. Juste rappeler la poursuite du dispositif d'accompagnement en matière d'intelligence économique proposé par la CCI de région. Les 3 phases d'accompagnement. Sensibilisation d'abord avant accompagnement. Donc sensibilisation au travers d'un pré-diagnostic intelligence économique proposé gratuitement aux entreprises du territoire. Démarche assez simple pour balayer l'ensemble des thématiques intelligence économique, offensive, défensive de l'entreprise et mesurer leur niveau d'implication. À l'issue de ces pré-diagnostics, nous proposons un rapport de préconisation. L'idée étant d'accompagner les entreprises à la suite de ce diagnostic et de leur proposer de se faire accompagner plus précisément par des prestataires, qu'il s'agisse de sécurité informatique, de veille technologique, de communication, puisqu'on l'a abordé très, très longuement aujourd'hui, et tous les volets de l'intelligence économique. Donc, financement de ces accompagnements sur 5 jours d'accompagnement entreprise qui peuvent être financés, comme l'a rappelé M. Sorin en introduction, puisque l'État nous a renouvelé sa confiance, donc financement d'une partie de ces interventions. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous solliciter sur ce type d'intervention. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement. Et puis la partie collective du club qui se poursuit, 13e rencontre aujourd'hui, prochaine rencontre au printemps, mais nous vous communiquerons prochainement date thématique du prochain club.
Je vais laisser... Florence Feugnot, conseillère intelligence économique à la CCI de Région. Maître Thibault du Manoir de Joailles, merci beaucoup d'avoir participé à ces rencontres. Merci également à Gilbert Fournier pour Cavas et Guard Access, et rien d'autre que Guard Access. C'est déjà beaucoup et pas mal. Nicolas Voireau pour Jacques Dubois, merci beaucoup. Michel Lepeu pour vos conseils en images et puis bien sûr en pratique, en communication et influence pour l'ISBAM. Merci beaucoup messieurs. Bonne soirée. Merci. Pour la conclusion de ces rencontres, j'invite Madame la déléguée Claude Revel à venir nous rejoindre sur les plateaux. Nous excusons bien sûr Maître Thibault du Manoir de Joailles qui doit nous quitter à l'instant. Vous pourriez même avoir un micro. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est de l'innovation. Merci Madame. Claude Revel, délégué interministériel à l'intelligence économique. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que je peux rajouter après ce panel de compétences et de choses extrêmement intéressantes de divers horizons. Je vais essayer de rajouter 2-3 choses qui me semblent particulièrement importantes. D'abord, et de souligner plusieurs points, alors très très rapidement de ce que j'ai entendu, qui me semblent particulièrement importantes, qui sont la notion de temps. Tout le monde l'a dit. Il faut en intelligence économique, rien ne se fait en un jour, ni même en un mois, ni même en un an en général. Donc il faut accepter de passer du temps, donc des ressources. La deuxième chose importante, c'est la valeur. On fait quand même tout ça pour faire de la valeur ajoutée. On ne fait pas évidemment de l'intelligence économique pour le plaisir, même si c'est très intéressant. On l'a fait pour fabriquer de la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée pour l'entreprise, donc des emplois derrière. La troisième, un peu caractéristique, qui me semble importante à souligner, c'est le lien avec les RH, avec les ressources humaines. Et ça, c'est un de mes leitmotifs, c'est que, même que ce soit en matière de sécurité ou d'influence ou de veille, les machines et les moteurs de recherche, c'est très bien, c'est très utile, ou les protections des systèmes d'information, il en faut. Hein, mais quand même, l'élément humain est particulièrement important et les failles viennent la plupart du temps de ce côté-là, de manque de sensibilisation, négligence, voire malveillance, y compris en interne. Et donc, un salarié heureux et bien sensibilisé est en général la meilleure garantie en matière d'intelligence économique. J'ajoute qu'on parle souvent, quand on parle donc dans le vif du sujet, on parle des salariés, etc., uniquement finalement que pour les questions de sécurité. Mais en fait, dans l'intelligence économique, donc, on a 3 volets, je répète, hein, la veille anticipation, c'est-à-dire recueillir de l'information, l'analyser, la valider, pour en faire quelque chose. Pour en faire quoi? Pour en faire de la sécurisation, de la prévention des risques, ou pour en faire de l'influence auprès de son environnement. Et le rôle du salarié et de tous les employés de l'entreprise, ou d'ailleurs de toute structure, est aussi important dans leur premier rôle. C'est-à-dire que la veille, la connaissance, souvent les salariés l'ont. Ils ont les 2 tiers, enfin mon expérience, hein, c'est qu'on a souvent la connaissance en interne. Seulement on ne l'exploite pas. On ne demande pas aux salariés de révéler ce qu'ils ont, de faire des rapports d'étonnement ou même de parler. On ne les valorise pas pour faire ça. Donc ça, c'est extrêmement important, la valorisation de la diffusion d'informations à l'intérieur même de l'entreprise ou de la structure. Je voulais dire aussi que, on m'a demandé de parler plus d'influence. L'influence, 3e volet, mais qui ne peut pas se comprendre sans les 2 autres. On ne peut pas faire d'influence sur son environnement sans avoir préalablement sans bien connaître cet environnement, sans en avoir décrypté les règles du jeu et les acteurs visibles et invisibles. Donc, obligation de très très bonne information. Et dans ce côté information, il y a aussi de l'anticipation. Et je dirais que l'anticipation, c'est presque plus important que la connaissance, parce que l'anticipation, c'est qu'on va essayer de fabriquer le futur. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement prévoir, essayer de faire des scénarios, mais dire comment je peux influencer le futur pour qu'il soit un peu plus ce que je souhaite. Évidemment, on ne pourra jamais faire vraiment, on ne pourra jamais formater son futur. Mais on pourra quand même, par une très bonne connaissance, agir en sorte de le formater un petit peu à sa main. Alors concrètement, ça veut dire quoi?
il y a plusieurs aspects. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Je vais ajouter ce que monsieur a souligné un petit peu tout à l'heure, l'influence sur l'environnement extérieur. C'est deux grands volets. Le premier, c'est pas dans l'ordre. Le premier, c'est l'action sur les règles du jeu. On a beaucoup parlé de marque, on a beaucoup parlé d'influence sur l'environnement extérieur, mais l'influence sur les règles du jeu, c'est-à-dire sur les normes et sur les règles. Et là, sur les règles du jeu, alors vous allez dire, oui, mais quand on est une PME, comment est-ce qu'on peut faire tout ça? C'est pas possible. Les normes, elles sont faites à Bruxelles, voire au grand international, et les règles aussi. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Eh bien, il y a plusieurs manières. D'abord, il faut savoir les anticiper. Je peux vous dire que j'ai vu plusieurs exemples qu'on n'a pas le temps de développer ici, mais d'entreprises qui, du fait de non-anticipation de normes, ont ont failli basculer. Et en sens inverse, à qui ça a ouvert des marchés. Ça n'est pas trop difficile, même quand on est une PME. Là aussi, le rôle des salariés, le rôle son environnement immédiat contient beaucoup d'informations. Et en écoutant et en sachant utiliser l'information qu'on entend un peu partout, on peut quand même déjà avoir pas mal d'idées. La deuxième chose, et c'est le plus important pour agir sur les normes quand même, c'est via des groupements d'entreprises, que ce soit des organisations professionnelles, que ce soit des chambres de commerce, que ce soit des clubs, enfin ce que vous voulez, voire des pôles de compétitivité. J'en ai vu un qui faisait sa propre normativité à Bruxelles. Bref, donc agir mutualisé, c'est ça que je veux dire, la mutualisation. La PME doit être mutualisée en matière d'influence. C'est vrai que sinon c'est difficile d'agir. Mais pour ça, il faut qu'elle exprime aussi sa position, ce qu'elle veut, quels sont ses besoins. Le deuxième, donc ça, c'est les normes et règles, je ne m'étends pas. Le deuxième grand aspect de l'influence, c'est aussi le formatage des situations locales. C'est-à-dire essayer de travailler sur son environnement avant l'urgence. La plupart des urgences, là aussi je parle d'expérience, la plupart des urgences sont des situations mal préparées. Donc, essayer, ça veut dire quand on a des technologies, des pépites, et qu'on sent qu'on a regardé son environnement extérieur, qu'on sait qu'on a une concurrence étrangère, qu'on sait qu'on a des éventuels investisseurs prédateurs, etc., et bien, agir tout de suite en anticipation. Et là, on a de l'influence sur son environnement, au lieu d'attendre le moment de l'urgence. Et pour une PME, je reviens à ça aussi, il est extrêmement utile d'avoir un réseau. Bien sûr, c'est utile pour tout le monde d'avoir un réseau, mais encore plus pour des entreprises petites, parce que le réseau, c'est un corps vivant, c'est un endroit où on donne de l'information et on en reçoit. Et si on sait en donner, on en recevra. Et inversement. Et donc, on peut développer son réseau, c'est aussi développer une espèce de diplomatie, une diplomatie régionale, c'est-à-dire connaître ses interlocuteurs, connaître les pouvoirs publics, connaître les chambres de commerce, enfin, se faire un petit nom ou un grand nom, et de manière que le jour où vous avez la crise, et ça c'est aussi d'expérience, parce que peut-être un jour, malgré tout ça, vous pouvez avoir la crise, ça peut arriver malgré tout, et bien je peux vous dire que le réseau, il sert de filet amortisseur. Parce que quand je parle par exemple de crise de réputation, eh bien, vous pouvez avoir toujours un malveillant qui vient vous embêter, qui vient vous casser votre réputation. Hein. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Hein. Bon. Donc, encore plus avec Internet, qui est une chambre d'écho. Bien. Seulement, si vous êtes bien articulé avec des interlocuteurs locaux de toutes sortes, y compris d'ailleurs syndicats, ONG, etc., je peux vous dire que les efforts médiatiques pour vous descendre, ils font long feu. J'ai vu ça à plusieurs reprises. Le réseau est un amortisseur. Le réseau au bon sens du terme. Donc, ça prend un peu de temps, c'est un peu chronophage, mais enfin, bon, faire un peu de réseau au bon sens du terme, c'est quand même utile. Et ce que je voulais dire aussi, je ne veux pas vous prendre trop de temps, et puis si jamais vous avez une ou deux questions aussi, c'est que ce qui est très important, je crois, mais ce que vous faites très bien, mais il faut vraiment réinsister là-dessus, c'est la nécessité de travailler ensemble, la nécessité d'échanger des bonnes pratiques. On ne gagne jamais tout seul et on ne sait jamais tout seul. Les autres peuvent savoir aussi. Ça, c'est une première chose. Et en ce sens, les clubs d'échange de bonnes pratiques comme vous avez sont extrêmement utiles. Bien sûr, il ne faut pas multiplier les choses chronophages, mais c'est tout à fait utile. Il faut aussi savoir travailler avec des gens qui ne sont pas comme vous.
des entreprises avec des ONG, avec des syndicats, les États, enfin bon, secteur public-privé. Plus on est de cultures différentes, je dirais, plus on a des choses à s'apporter. Et la dernière chose, c'est que, vous l'avez beaucoup dit aussi, mais j'insiste, il n'y a pas de solution toute faite en intelligence économique et encore moins en influence. On est dans le cas par cas. Il y a des grandes règles qui ont été à peu près énoncées, mais on est quand même dans le cas par cas, par exemple pour les questions de normes, pour les questions de brevets, selon votre stratégie, selon ce que vous fabriquez, ce que vous vendez, vous aurez intérêt ou non à breveter, vous aurez intérêt ou non à travailler sur la norme, parce qu'en faisant une norme, effectivement, vous faites connaître aux autres, hein. Vous imposez un process, mais ça implique que vous le dominiez. Sinon, ce n'est pas la peine de le faire. C'est les autres que ça va faire gagner d'autres. Et puis, quand vous avez fait une norme, vous savez qu'au bout de 2 ans, on utilise sa norme. Si vous êtes un leader, il faut donc être en permanence sur la brèche, inventer ou essayer d'en faire passer d'autres. Donc tout ça se travaille, tout ça est au cas par cas. Il n'y a pas de règle d'or. Il y a quelques grands principes, une culture, mais absolument pas de règle d'or. Voilà, je ne vais pas vous prendre plus longtemps, mais je voulais vous remercier et puis vous souhaiter tous mes voeux de bonne continuation et remercier en particulier le panel pour l'extrême compétence qui a été révélée ce soir. Ouais. Merci. Claude Revel, délégué interministériel à l'intelligence économique. Claude Revel, également auteur de La France, un pays sous influence, un ouvrage à ne pas manquer. Si vous avez des questions, si vous avez une question ou deux, moi, j'ai rien contre les questions, même impertinentes. Au contraire, je trouve ça très drôle. Non, bon. En tout cas, nous vous remercions beaucoup, Madame la déléguée. Florence, c'est la fin de cette 13e rencontre. Je souhaite tout simplement remercier nos partenaires, du lancement en 2007 du club, la gendarmerie bien évidemment, partenaire historique de l'origine de ce club intelligence économique, et puis d'autres partenaires qui sont dans la salle et qui nous accompagnent régulièrement sur ces réunions. Merci à nos intervenants, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis effectivement pour la qualité de leurs interventions et leurs témoignages. Merci Monsieur Salzman également. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre patience et puis vos éclairages respectifs. Merci beaucoup. Bonne soirée.